En 1948, les femmes descendaient dans la rue pour réclamer plus de droits. Elles voulaient le droit de vote, le droit de travailler, le droit de disposer de leur corps et, de manière plus générale, le droit d'exister. En 2024, certaines mettent en avant un choix complètement à contre-courant. Celui de rester chez elles et de valoriser une vie centrée sur le foyer. Sur les réseaux sociaux, elles s'affichent en robe longue, un petit peu comme cette magnifique robe que j'ai mise spécialement pour l'occasion. Tablier noué à la taille dans un décor vintage, soigneusement mis en scène, entre tarte aux pommes et bouquets de fleurs séchées. On les appelle les tradwives. Désormais, elles défendent un mode de vie qui prône le slow life, un mode de vie traditionnel et le rejet du système moderne. Une vie rythmée non plus par les deadlines, les transports ou les objectifs à atteindre, mais par les repas faits maison, les chambres bien rangées et l'éducation des enfants. Une vie qui tranche radicalement avec le culte de la performance et de la réussite. Pendant qu'on parle de carrière, de parité, de plafond de verre, certaines femmes revendiquent le droit de s'occuper de leur maison et de leurs enfants. Alors la question qu'on devrait se poser, c'est qui sont vraiment les tradwives? Et que se cache-t-il vraiment derrière cette vie qui, a priori, a tout pour plaire? On entre dans leur univers comme on pousserait doucement la porte d'une maison familiale en fin d'après-midi. La lumière est douce, elle traverse les rideaux et vient se poser sur une grande table en bois parfaitement dressée. Dans la cuisine, on entend une cuillère qui remue, la porte d'un four qui claque, et on imagine tout de suite l'air chargé d'un mélange de dinde rôtie et de l'odeur sucrée, légèrement beurrée de la tarte aux pommes encore chaude, posée sur le rebord de la fenêtre. Tout dans cette scène vous apaise et vous donne surtout envie de rester. Et c'est justement l'ambiance que vous avez dû voir passer sur les réseaux sociaux depuis quelques mois. Celle de la vie des tradwives et de la promesse d'un équilibre dans un monde qui déborde de notifications, de réunions Zoom et de paniers repas. Une tradwife, c'est la contraction du terme traditional wife, qui signifie littéralement une épouse traditionnelle, et concrètement, en fait, c'est une femme qui choisit de revenir à une répartition des rôles dits classiques ou anciens, avec le mari qui travaille à l'extérieur, subvient aux besoins du foyer, et l'épouse qui gère tout le reste, donc la maison, les enfants, et de manière générale, l'organisation du quotidien. C'est une vision qui repose sur une division très claire des rôles et qui, dans sa forme la plus poussée, véhicule aussi une lecture beaucoup plus conservatrice du couple. Mais le cœur de ce modèle, c'est surtout la stabilité d'un foyer organisé, prévisible, où chacun sait ce qu'il a à faire. Mais ce n'est pas seulement une organisation pratique, c'est aussi une intention, presque une philosophie de vie. Et pour une tradwife, ce rôle n'est pas vécu comme une contrainte, mais bien comme une vocation. Et ce nouveau phénomène, qu'on pourrait penser sorti tout droit des réseaux sociaux, finalement, il sort pas de nulle part. Il s'inscrit dans une longue tradition de valorisation d'un rôle domestique féminin. Mais figurez-vous que c'est en 2020 qu'il revient vraiment avec pour déclencheur la pandémie du Covid-19. Pendant les confinements, le mode de vie a forcément bien ralenti. Les bureaux étaient fermés, les rythmes ont changé et tout le monde s'est retrouvé chez soi, en vase clos. Pour beaucoup, il faut savoir que ça a été un moment de bascule. Et pour la plupart des foyers, ce sont majoritairement les femmes qui réorganisent la maison, qui prennent en charge la cuisine et l'école à la maison. Pas forcément par choix, mais parce qu'en période de crise, les réflexes culturels, ils reviennent vite. Selon une étude de la direction de la recherche, des études de l'évaluation et des statistiques, 54% des femmes déclaraient en 2020 et 2022 prendre majoritairement en charge les tâches ménagères, contre seulement 7% des hommes. Pendant les confinements, les femmes retournent donc chez elles, cuisinent à nouveau, réorganisent leur maison et vivent avec leurs enfants H24. Certaines y ont vu une parenthèse forcée, et puis d'autres, une véritable révélation. Non pas comme un retour en arrière, mais plutôt comme un retour à l'essentiel. Il faut savoir qu'au départ, le mouvement a été popularisé par Alena Kate Petit, une influenceuse britannique qui a gagné en notoriété en 2020 grâce à une interview diffusée par la BBC. Dans cette vidéo, intitulée « Je me soumets à mon mari comme si nous étions en 1959 », elle assume ce paradoxe de faire du passé une promesse d'avenir. Et ce choix, il faut savoir qu'elle l'a fait bien avant toute cette médiatisation. Dès 2016, elle crée
The Darling Academy, une sorte d'école d'éducation féminine en ligne. Autrefois, ce type d'établissement était destiné aux jeunes filles de la haute société, avec l'objectif de parfaire leur éducation sociale, comportementale et culturelle. Aujourd'hui, Alena propose des cours en ligne sous forme de vlogs où elle partage des conseils pratiques, des réflexions sur l'élégance, les bonnes manières et la vie domestique. En 2017, elle publie son premier livre, Ladies Like Us, qu'on pourrait traduire par « Des femmes comme nous ». Un guide destiné aux jeunes femmes curieuses d'un modèle de vie inspiré par les repères d'autrefois. Ces deux projets vont largement contribuer à faire d'elle l'une des figures les plus identifiées du mouvement Tradwife, bien avant que le mot ne devienne tendance sur la plateforme qu'on adore tous, TikTok. Un véritable succès révélateur, car derrière cette image rétro, c'est un besoin contemporain qui s'exprime. Celui de ralentir, de retrouver du sens et de résister à une société qui en demande toujours plus. C'est aussi ce qui a permis au phénomène de dépasser les frontières, là où d'autres personnalités ont à leur tour contribué à diffuser le modèle sur les réseaux sociaux. Par exemple, Anna Neilman, qu'on connaît sous le nom de Ballerina Farm, c'est une ancienne danseuse classique, mère de 8 enfants, mais on a aussi Esty Williams, une influenceuse américaine basée en Virginie, et d'ailleurs c'est l'une des figures les plus célèbres du mouvement aux États-Unis, où on a encore Nara Smith, une mannequin sud-africaine résidente des États-Unis qui est devenue virale sur TikTok en partageant des vidéos de cuisine élaborée, de vie domestique, bien que, attention, elle ne s'identifie pas explicitement comme faisant partie du mouvement Tradwife. Alors en France, vous avez peut-être déjà vu passer Anna Gaz, une influenceuse qui est spécialisée dans l'élégance, le savoir-vivre. Elle s'inscrit dans une esthétique qui est rétro et domestique et qui est quand même assez proche de l'univers des Tradwives. Bien sûr, on a Aneya Morer, vous la connaissez également, vous l'avez sans doute vue apparaître chez Jérém Star, en télévision. Elle a été pendant très longtemps une candidate de télé-réalité. Elle a finalement opéré un changement totalement radical en adoptant la foi mormone et en s'installant dans l'Utah aux États-Unis. Elle s'est mariée en janvier 2024 à Marlowe Daisley Jr., un membre influent de l'église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Depuis, elle partage sur les réseaux sociaux son quotidien de femme au foyer dévouée. Bien qu'elle non plus, attention, ne se revendique pas explicitement comme faisant partie du mouvement Tradwife. Anaya adopte de nombreux codes associés à ce mouvement, à savoir la valorisation des tâches ménagères, l'éducation des enfants et le culte des tenues modestes et féminines en accord avec les principes de sa foi. Et ce n'est pas un cas isolé. Aux États-Unis, beaucoup de Tradwives ancrent également leur mode de vie dans une dimension spirituelle, souvent liée à leur foi religieuse. Dans leurs vidéos, on entend des versets bibliques, on parle d'harmonie conjugale selon Dieu, de soumission choisie, de discipline et de morale. Le foyer devient alors un endroit où la femme devient une sorte de féminité pieuse et forcément, dans un monde obsédé par la vitesse, les objectifs et la réussite, cette promesse de stabilité, elle rassure et de plus en plus, elle séduit. Mais il faut savoir que ce retour au rôle traditionnel, il s'est pas fait du jour au lendemain. Cet engouement est l'aboutissement de plusieurs années de préparation. Sur Reddit, par exemple, il y a une communauté qui a vu le jour, qui s'appelle la Red Pill Woman, un sous-forum né en marge de la sphère masculiniste de Red Pill, un forum masculin, où on retrouve le mouvement Incels, mouvement dont je parle d'ailleurs dans une vidéo consacrée au sujet sur ma chaîne Silent Jill, si jamais vous ne l'avez pas vu. Alors même si ces deux mouvements sont différents, ils sont nés au même endroit. Ce forum, il se présente ni comme un rejet du féminisme, ni comme une extension des discours masculinistes. Officiellement, il s'agit d'explorer une autre forme de pensée des rôles dans le couple. Une forme de complémentarité assumée avec des règles claires. On y valorise l'idée de construire un couple structuré, hiérarchisé, mais harmonieux, où chacun a une place définie. La femme n'est plus en compétition avec l'homme, mais devient sa partenaire. Certaines vont même jusqu'à affirmer que le féminisme, tel qu'on le présente aujourd'hui, ne rend pas forcément plus heureuse et que revenir à des rôles plus établis, c'est parfois le seul moyen de retrouver une forme de paix. Alors petit à petit, ce discours a quitté les forums, il a gagné en visibilité et il a atterri sur TikTok, Instagram ou encore sur YouTube. On y voit des femmes cuisiner, plier le linge, ranger la maison ou instruire leurs enfants, le tout filmé, bien évidemment, avec soin, dans une ambiance chaleureuse, sur fond de musique lo-fi. Et l'image renvoie toujours à une idée de calme et de maîtrise parfaite. C'est précisément cette esthétique qui rend la tendance si attirante. On voit des femmes avec de belles robes longues, bien coiffées, bien maquillées, avec de jolis tabliers, de belles nappes en tissu, des paniers en osier. Et à travers ces images, c'est tout un rôle qu'on revalorise, celui de la femme au foyer.
Longtemps invisibilisé, il devient soudain désirable. On ne le cache plus, on ne le subit plus, désormais on le revendique et parfois même, on le sublime. Grâce à cette image lisse d'une maison bien tenue, on devine un mode de vie plus calme, plus simple, où chacun sait ce qu'il a à faire et où tout semble sous contrôle. Et c'est aussi ce contrôle-là qui séduit. Parce qu'en fait, il donne l'illusion qu'avec assez de volonté, de méthode et d'organisation, le chaos tant redouté peut enfin disparaître. Mais ce mode de vie ne fait pas l'unanimité. Pour certaines, il ne fait que remettre au goût du jour un système oppressif, rétrograde, voire dangereux, contre lequel des générations de femmes se sont battues, parfois au prix de leur liberté, de leur carrière, voire même de leur vie. Rappelons-le, avant 1990, les rôles de chacun étaient encore largement structurés selon des organisations hiérarchiques où l'autorité était communément exercée par des hommes, notamment le père ou le mari. Dans la seconde moitié du 19e siècle et dans un contexte profondément patriarcal, la femme est encore considérée comme mineure sur le plan juridique. Elle ne vote pas, elle ne peut pas ouvrir de compte en banque sans l'autorisation de son mari, elle n'a pas de droit sur ses enfants et très souvent, elle ne peut ni hériter librement, ni disposer de ses biens. C'est dans ce cadre-là que naît la première vague féministe, portée par des femmes qui refusent cette assignation stricte au foyer. Elles vont réclamer des droits fondamentaux, et notamment l'accès à l'instruction, la possibilité de posséder des biens, de divorcer, mais surtout d'exister en tant que citoyenne à part entière. Dans les années 60 et 70, une deuxième vague féministe vient bouleverser les normes sociales en vigueur. Elle revendique la contraception, le droit à l'avortement, l'égalité professionnelle et dénonce le patriarcat. Le paradigme de la femme au foyer est remis en question au profit d'une émancipation par le travail et l'indépendance financière. Et on voit une mobilisation qui prend de l'ampleur dans plusieurs pays occidentaux, portée par des figures intellectuelles et militantes qui marquent cette époque. Aux États-Unis, Betty Friedan publie La femme mystifiée en 1963, un livre choc qui dénonce des femmes qui sont enfermées dans un rôle domestique. En France, on a Simone de Beauvoir qui continue d'inspirer toute une génération, tandis que des militantes comme Gisèle Halimi mènent des combats concrets pour les droits des femmes devant la justice. Plusieurs avancées législatives vont accompagner cette libération. La loi Neuwirth, en 1967, légalise la contraception. La suppression de l'autorité maritale en 1970 permet désormais aux femmes mariées de travailler sans l'autorisation de leur mari, et la loi sur l'égalité professionnelle en 1972 affirme le principe qu'à travail égal, salaire égal. En 1975, Simone Veil, alors ministre de la Santé, porte la loi qui dépénalise l'avortement, malgré une opposition féroce. Rappelons quand même qu'avant cette loi, l'avortement était illégal et passible de prison. Dans les années 80, les femmes s'intègrent massivement au monde du travail. Une évolution portée à la fois par la crise économique qui pousse de nombreux foyers à rechercher un second revenu, par les besoins de consommation croissants et par le développement des emplois dans les services. Mais aussi par une profonde transformation des mentalités. Les combats féministes des décennies précédentes, la revendication d'autonomie et le désir d'un statut social propre, encourageant les femmes à sortir du foyer. Travailler n'est plus seulement une nécessité, c'est devenu une norme d'émancipation. Un progrès qui ne s'accompagne pas pour autant d'une répartition équitable des tâches domestiques. On parle désormais vraiment de double journée. Les femmes ont un emploi salarié le jour et ont en charge la gestion du foyer le soir. Le modèle dominant reste basé sur une opposition selon laquelle il faudrait choisir entre carrière et famille, comme si concilier les deux relevait de l'exception. Dans les années 90, il y a un nouveau modèle qui s'impose progressivement, c'est celui de la femme qui fait tout. Forte au travail, présente à la maison et épanouie dans sa vie privée. Les discours médiatiques glorifient cette figure multitâche capable de tout assumer sans jamais fléchir. Dans des publicités pour des grandes marques de cosmétiques, on véhicule l'image d'une femme indépendante, professionnelle, mais toujours très élégante. Des publicités pour de la lessive valorisent des femmes en tailleur rentrant du travail et lançant une machine, et c'est aussi l'époque des séries comme Sex and the City ou Ally McBeal qui mettent en avant des femmes actives et ambitieuses qui jonglent en permanence entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle avec en toile de fond une exigence de maîtrise totale. Dans cette dynamique apparaît ce qu'on appellera plus tard la charge mentale. Peu à peu, cette figure de la femme qui assume tout sans jamais faillir évolue.
Dans les années 2000, l'émancipation ne passe plus seulement par la conciliation entre vie professionnelle et familiale, mais devient un projet individuel de réussite, d'ambition, de dépassement de soi. Le féminisme se fait alors plus libéral, plus compatible avec les logiques de performance. Réussir sa carrière, c'est réussir sa vie. La femme moderne doit être indépendante, ambitieuse, capable de s'imposer dans un monde encore largement dominé par les hommes. C'est dans ce contexte qu'émerge le mythe de la girl boss. Désormais, son absence du foyer est valorisée, tant qu'elle s'accompagne de réussite. Attention, Ce modèle se diffuse massivement, en particulier à partir de 2010, avec l'explosion des réseaux sociaux. Mais très vite, les premières fissures apparaissent. Ce modèle de leader féminin, même s'il a longtemps été célébré comme un idéal de réussite, commence à montrer ses limites. Derrière l'image d'une femme indépendante et accomplie, la réalité est souvent marquée par la surcharge, l'isolement et l'épuisement. Et pour beaucoup, la promesse que la réussite professionnelle suffirait à tout combler, elle ne tient plus. C'est dans les années 2010 que ces tensions éclatent au grand jour. Le terme de charge mentale, théorisé dès les années 80 par la sociologue Monique Eco, est soudain massivement repris et popularisé en 2017 grâce à la bande dessinée Fallait demander, désormais édité dans le tome 2 du livre Un autre regard, publié par Emma, une autrice française engagée et militante féministe. Il met un mot sur un malaise diffus que beaucoup vivaient en silence, sans savoir comment l'exprimer. Déjà, à cette époque, certaines femmes choisissent une autre voie avec un retour à des formes de vie plus lentes et plus centrées sur le foyer. Mais cette quête de cohérence s'accompagne d'une contrainte non négligeable. Dans la majorité des foyers, 2 revenus restent indispensables pour la survie. Plutôt que de renoncer à leur autonomie financière, de nombreuses femmes cherchent alors à concilier vie de famille et carrière depuis chez elles. C'est là qu'entre en jeu une autre promesse, celle de l'indépendance digitale. Après la crise sanitaire de 2020, le numérique s'impose comme un levier d'émancipation pour de nombreuses femmes. Le freelance, l'entrepreneuriat en ligne, le e-commerce ou les autres contenus sponsorisés offrent la possibilité de travailler depuis chez soi, à son rythme, tout en restant disponible pour ses enfants ou son foyer. On vend des e-books, on propose du coaching sur Zoom, on tient une boutique Etsy, et entre 2 appels, on lance une machine, on prépare le déjeuner et on gère les devoirs. En théorie, c'est l'équilibre parfait entre épanouissement professionnel et présence familiale. Mais très vite, la promesse d'autonomie devient pour certaines une forme d'enfermement. Le mythe du business en ligne égale liberté absolue laisse place à la réalité d'une hyper-disponibilité constante, d'une précarité économique déguisée et d'une pression algorithmique qui ne laisse aucun répit. Ce qui devait occuper 2 à 3 heures par jour déborde. Les horaires explosent, les journées s'étirent tard dans la nuit et les nuits blanches deviennent fréquentes. Et quand la charge de travail n'existe pas par manque de clients, c'est le stress qui prend le dessus avec un chiffre d'affaires incertain et l'impression de ne pas être à la hauteur et de ne pas réussir là où d'autres ont performé. Et malgré ça, il faut continuer à sourire, à afficher une réussite constante pour ne pas perdre en visibilité, en crédibilité et surtout en clients. Pour couronner le tout, dès lors qu'une femme reste à la maison, une croyance, elle, fait de la résistance. Puisqu'elle ne travaille pas de l'extérieur, elle est supposée tout prendre en charge à l'intérieur. Dans le couple, ce déséquilibre s'accentue lui aussi. Le modèle 50-50 existe parfois sur le papier, mais dans les faits, ce sont les femmes qui continuent d'assumer la majorité de ce qu'on appelle le travail invisible, avec cette pression permanente de tout bien faire. Il faut être performante au travail, bienveillante avec ses enfants, présente pour son couple, sereine, organisée et si possible, attention, mince, sportive et toujours souriante. Alors les méthodes se multiplient. On s'essaie au batch cooking pour gagner du temps la semaine, on teste des plannings colorés, des applications d'organisation familiale, on fait des to-do list sur l'ardoise de la cuisine, on imprime des menus hebdo, on s'essaie au minimalisme, on explore différentes approches éducatives pour calmer un enfant qui pleure avec une méthode de parentalité positive, on lit des livres sur le terrible two, on essaie d'être ferme sans passer pour la mauvaise mère et sans culpabiliser d'avoir un jour eu un moment d'extrême fatigue, on chuchote pour ne pas crier, puis on crie quand même, et on s'en veut pendant 2 jours et on pleure le soir dans son lit. Alors pour réussir à tout gérer et gagner du temps, on finit par se tourner vers des abonnements pour des repas livrés, des applis pour s'organiser, des services pour déléguer. Sauf que tout cela, ça a un coût. Et le progrès n'offre pas une égalité de confort. Il offre une égalité d'accès à condition
d'en avoir les moyens. Quand la réussite devient une affaire de mérite individuel, l'échec devient une faute personnelle. Un appartement trop petit, un salaire trop bas, des épreuves de la vie, des enfants en crise, un quotidien instable, tous mènent à une forme de culpabilité tenace, empreinte de désespoir et de « en fait, j'y arrive pas ». Des clans se forment et certaines femmes ne veulent plus gérer une entreprise à flux tendu dans leur cuisine. La société de consommation, si longtemps synonyme de liberté et de progrès, devient un terrain d'épuisement. Face à cette spirale, le retour à quelque chose de plus simple séduit beaucoup de femmes. On veut retrouver le plaisir de cuisiner, de prendre soin de son foyer. On veut vivre avec moins, mais vivre mieux. Quand les tradwives débarquent sur les fils d'actualité, le modèle ne laisse personne indifférent. Et pourtant, il ne fait pas l'unanimité, car en parallèle, un autre courant prend de l'ampleur, celui d'un féminisme beaucoup plus radical, plus militant et parfois plus conflictuel. D'un côté, certaines dénoncent le patriarcat, la domination systémique et les violences invisibles. De l'autre, des femmes revendiquent simplement le droit de s'occuper de leur maison sans être jugées. Mais pour certaines militantes, ce retour au rôle genré a des allures de trahison, comme si ces femmes-là reniaient des décennies de lutte et qu'elles validaient, même involontairement, un système inégalitaire. Mais pour celles qui choisissent cette voie, il ne s'agit pas de rejeter le féminisme dans son ensemble, mais d'en remettre en question certaines formes, celles qui s'expriment surtout dans les livres, les colloques ou les réseaux militants. Quand certaines militantes débattent du choix des mots dans un formulaire administratif, de la représentation genrée dans les emojis ou de la place des femmes dans les jeux vidéo, d'autres n'ont même pas les moyens de s'acheter un ordinateur. Ce n'est pas que ces combats sont inutiles, c'est qu'ils ne résonnent pas partout de la même façon. Pour une femme qui élève seule ses enfants, qui cumule les heures de ménage à domicile ou qui cherche juste à tenir son foyer à flot, elle n'a pas le temps, d'analyser la structure du pouvoir. Elle qui essaie juste de boucler ses fins de mois. Ce sont des problèmes qui, pour certaines, arrivent bien après les urgences de la vie réelle. Alors forcément, pour ces femmes, le modèle tradwife s'impose comme l'une des solutions les plus simples et, à leurs yeux, les plus prometteuses. D'abord, il y a la revalorisation des compétences domestiques qu'elles assument tous les jours. Il ne s'agit pas juste de faire le ménage ou des gâteaux. On parle ici d'élever, d'organiser, de bâtir un quotidien solide et avec, à la clé, l'apaisement d'une vie moins éparpillée et plus enracinée. Certaines parlent même de reconnexion à leur corps, à leurs émotions, à une forme de stabilité qu'elles n'avaient jamais connue. Il y a un sentiment de maîtrise avec la possibilité de créer une atmosphère, un cadre et un espace harmonieux dans le quotidien. Enfin, il y a le sens. Ce modèle donne une mission à chaque geste. On ne perd pas sa journée à faire à manger ou à ranger, on prend soin, on crée du beau et du bon. Mais est-ce vraiment aussi simple que ça? Et que se cache-t-il vraiment derrière cette nouvelle promesse d'une vie bien rangée? Derrière les vidéos soignées des tradwives, une réalité bien plus complexe se dessine. Ces mères se consacrent pleinement à leurs enfants, adoptent l'instruction à domicile, documentent leur journée autour de la cuisine traditionnelle, de la couture ou du potager. Elles filment leur routine du matin, leur pain maison, leur enfant en train de lire sur un tapis de laine dans un intérieur calme et épuré. Certaines s'inspirent des principes de ce qu'on appelle la slow motherhood, ou du minimalisme domestique, et prônent une parentalité attentive, un rapport apaisé au temps, une reconquête de l'espace intime et la qualité des moments partagés. Pourtant, si ces femmes prônent un retour au rôle traditionnel, leur quotidien est souvent bien éloigné de l'image idyllique qu'elles projettent. Prenons l'exemple de Hannah Neilman, ballerine à Farm, souvent surnommée d'ailleurs la reine des tradwives. Elle partage sur ses réseaux sociaux une vie de ferme, apparemment simple et traditionnelle. Elle est mariée à Daniel Neilman, héritier d'une compagnie aérienne, et ensemble, ils dirigent une entreprise prospère. Une situation financière confortable qui leur permet de maintenir ce mode de vie et de produire du contenu de qualité pour leurs abonnés. Esty Williams, une autre figure emblématique du mouvement, met en avant une vie dévouée à son mari et à son foyer. Pourtant, elle génère des revenus grâce à ses vidéos, ses partenariats et ses formations en ligne. Alors que les tradwives valorisent la dépendance financière au mari, nombre d'entre elles tirent des revenus substantiels de leur présence en ligne. Une mise en scène qui peut créer un sentiment
d'inadéquation chez d'autres femmes au foyer qui, sans les mêmes ressources ou soutien, peinent à atteindre cet idéal jusqu'à se demander pourquoi, malgré leurs efforts, leur réalité ne correspond pas à cette image absolument parfaite. Et puis, il y a aussi les désaccords dans le couple qu'on ne voit jamais à l'écran, parce que dans ce modèle-là, tout repose sur une répartition très claire. L'un subvient aux besoins, l'autre tient la maison. Pourtant, il suffit que l'un se sente seul, incompris, débordé, ou que l'autre ne parvienne plus à assumer son rôle comme prévu, pour que tout le système se dérègle. Parfois, c'est le mari qui s'épuise, qui s'absente trop, ou qui ne subvient plus aussi facilement aux besoins du foyer. D'autres fois, c'est la femme qui atteint ses limites, mais qui ne trouve pas l'espace pour le dire sans remettre en cause l'image qu'elle a construite. Une vidéo postée tard le soir, des stories où l'on devine l'exaspération, des silences prolongés sur les réseaux, des discours qui glissent peu à peu de l'enthousiasme à l'aveu d'un épuisement discret. Dans un article du New Yorker du 2 mars 2024, Alena Kate Petit confie avoir quitté les réseaux sociaux pour préserver son bien-être en expliquant, je cite, « J'ai quitté Instagram pour me rappeler que ma personne est plus qu'une collection de photos mises en scène. » Sur d'autres plateformes plus discrètes, d'anciennes tradwives prennent la parole pour raconter ce qui se passe quand le modèle s'essouffle. Des tensions dans le couple, un mari absent ou surmené, une solitude pesante, une pression constante à faire bonne figure. Le rôle, à force d'être tenu sans relâche, finit par devenir une cage. Anna Neilman est une ancienne danseuse formée à la Juilliard School. En s'installant avec son mari, elle envisageait de transformer une petite grange de leur ferme en studio de danse pour se créer un espace personnel et continuer de pratiquer sa passion. Cet espace a finalement été converti en salle de classe pour l'instruction à domicile de leurs enfants. Comme si ses aspirations personnelles avaient été reléguées au second plan, au profit des besoins familiaux. Alors entre projets technologiques, charge mentale, quête de sens et nostalgie d'un foyer stable, chaque avancée semble produire son propre contre-modèle. Et à mesure que l'on tente de concilier tout, on rejoue sans cesse les mêmes contraintes de liberté et de sécurité. Une chose est sûre, toutes les tradwives se revendiquent mères au foyer, mais toutes les mères au foyer ne se reconnaissent pas dans le modèle des tradwives. La nuance est importante car une mère au foyer vit son rôle au quotidien, souvent par choix, par nécessité logistique, économique ou personnelle. Elle s'adapte au fil des circonstances sans forcément théoriser sa position. La tradwive, elle, adopte une posture. Elle fait de son mode de vie un modèle à part entière, idéologique, esthétique et souvent monétisable. C'est la différence entre vivre un rôle et incarner une vision. Et ce modèle peut séduire autant qu'il peut malheureusement blesser et abîmer. Quand on est soi-même mère au foyer, dans un petit logement, sans budget, sans déco, sans partenaire impliqué, sans relais, et qu'on tombe sur ces vidéos aux nappes repassées, aux enfants sages et à la lumière dorée, il y a un moment où la question se pose. Pourquoi est-ce que moi, je n'y arrive pas ? Pourquoi est-ce que chez elle, c'est beau ? Pourquoi est-ce que chez moi, c'est le chaos complet ? Et là, eh bien on touche à quelque chose de fondamental chez ces tradwives tant admirées. C'est que tout ça n'est pas qu'une question d'organisation, mais de privilège. Un mari très présent, ou très riche, et une maison déjà payée, pas ou peu de soucis administratifs, pas de frigo vide, et parfois même un monteur vidéo, un photographe, une assistante, et un partenariat sponsorisé. Alors oui, on est d'accord, elles sont inspirantes. Mais elles ne sont pas toujours toutes plus dévouées ou mieux organisées. Il faut aussi savoir regarder ce phénomène pour ce qu'il est devenu. Aujourd'hui, certaines tradwives, ou les femmes qui en reprennent les codes, ne se contentent pas de partager leur quotidien. Elles le vendent. L'image du foyer parfait devient une vitrine bien soignée et surtout une source de revenus. Le modèle est ancien, mais sa diffusion est ultra contemporaine. On parle de féminité, de lenteur, de beauté simple, le tout avec un brushing parfait, un make-up aussi naturel que merveilleusement bien travaillé et un tablier bien repassé. Mais attention, toutes les tradwives ne correspondent pas à ce profil ultra visible. Elles ne sont pas toutes mariées à des hommes riches, et non, elles ne font pas toutes du contenu en ligne. Certaines vivent ce choix en dehors des projecteurs, dans un cadre beaucoup plus discret, parfois très modeste, sans monétisation ni mise en scène. Le mouvement est plus hétérogène qu'il n'y paraît, et les raisons d'y adhérer, elles sont aussi diverses que les femmes qui s'y reconnaissent. Ce qui nous intéresse ici, ce n'est pas de comparer les choix de vie, mais de comprendre pourquoi ce modèle, lorsqu'il est mis en scène et partagé massivement en ligne, suscite autant d'adhésion. Car c'est cette version publique qui ouvre la voie à une autre réalité. Celle selon laquelle ce n'est pas forcément le modèle qu'on idéalise, mais la nostalgie qui la réactive. Le fameux « c'était mieux avant »
revient en force. On rêve de pompiste à la station, on évite les caisses automatiques pour revoir un sourire, on rejette le dropshipping et on préfère acheter chez une créatrice authentique, en live TikTok ou entre copines, comme on le faisait avant dans les réunions Tupperware. Alors la boucle serait-elle bouclée? À force de chercher des solutions, d'expérimenter des modèles, de vouloir mieux faire, ne sommes-nous pas en train de tourner en rond? La vraie réponse ne se trouve sans doute pas dans le jugement, mais peut-être dans l'acceptation de la diversité des choix. Il n'y a pas une seule bonne manière de vivre sa vie. Certaines femmes sont faites pour entreprendre, diriger, gravir les échelons. D'autres s'épanouissent dans le soin, l'éducation, la transmission. Certaines ont besoin d'indépendance, d'autres de stabilité. Et parfois, ces deux besoins coexistent dans la même personne, à différentes étapes de sa vie. Aujourd'hui, tout le monde peut devenir entrepreneur. Tout le monde peut avoir une carrière. Tout le monde peut aussi, s'il le souhaite, devenir tradwife ou mère au foyer. Mais tout le monde n'est pas fait pour tous les modèles. Et c'est là que réside, à mon avis, le juste équilibre. Dans cette capacité à ne pas se laisser enfermer, à ne pas nourrir des injonctions qui ne nous appartiennent pas, à ne pas hériter de combats qui ne sont pas les nôtres. Et surtout, à ne pas se sentir en échec lorsqu'on ne correspond pas à une image, qu'elle soit féministe, traditionnelle ou instagrammable, qui de toute façon ne nous représente pas. Le divertissement, c'est une chose, mais le véritable bonheur, je pense, se trouve dans tout ce que nous savons de nous et dans notre capacité à comprendre ce que nous voulons vraiment.